En étant plus jeune, ma mère, elle me répétait souvent que c'est vraiment une chance d'être en France. Honnêtement, je me rendais pas du tout compte de ce qu'elle voulait me dire. Donc, quand on est gamin, on se rend pas forcément compte de la chance que ça représente, surtout quand tu grandis dans une ville du 93 où tu es accompagné au quotidien par les inégalités, la discrimination et aussi la pauvreté. Je me disais qu'elle se trompait, mais le truc c'est que je prenais pas en compte sa vision, les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour arriver ici, et je prenais pas en compte tout son parcours migratoire. Du coup, pour t'expliquer, elle a quitté l'île Maurice à l'âge de 18 ans, et pour s'offrir une vie meilleure en France, pour offrir une vie meilleure à sa famille. Mais c'était pas si simple que ça, parce qu'elle s'est retrouvée du coup à élever ses 3 enfants en étant femme de ménage. Comme tu as pu le comprendre, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait travailler. Enfin, je me suis rendu compte de ça en voyant la sueur sur le front de ma mère. Ça m'a permis de me rendre compte assez jeune qu'il fallait travailler très très fort, que le chemin il est pas tout rose, surtout quand on est issu de l'immigration. Et donc j'ai eu un déclic assez jeune et j'ai commencé ma réflexion sur comment faire pour m'offrir une vie meilleure. La personne que vous venez d'entendre, c'est Jason. Jason, je l'ai rencontré dans un événement. Je lui ai demandé si je pouvais l'interviewer dans un micro-trottoir sur notre média qui s'appelle Commune. On a discuté et on s'est rendu compte qu'on était accompagné par la même organisation, qui s'appelle Singa, qui aide les projets Impact à se développer. Chez Jason, ce qui m'a rapidement marqué, c'est son aisance à évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat. Il a capté les codes de cet univers. Pourtant, Jason, vous l'avez compris, il n'a pas fait de grande école de commerce. C'est un autodidacte. Et c'est ça qui rend son projet encore plus créatif et adapté aux personnes qui l'accompagnent, celles qui étaient à sa place il y a encore quelques années. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche dans ma vie, c'est celui de ma grand-mère normande pendant le débarquement en 44, pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes qui ont une histoire d'exil, que j'ai rencontrées et que j'ai entendues, ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française, ça me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et pour ce nouvel épisode, on rencontre Jason Sitia. Je vais expliquer un peu mon parcours scolaire. Donc, pour être honnête, il a été hyper chaotique quand j'étais au collège, tout simplement parce que je comprenais pas l'intérêt en fait de toutes les matières qu'on apprenait à l'école. En fait, pour expliquer, ma mère, elle a pas suivi l'éducation nationale. Ça veut dire qu'elle avait pas la possibilité de m'expliquer la raison d'aller à l'école, l'objectif de faire ça. Elle me disait de le faire, que c'était important, et ça je le comprenais, entre guillemets, mais elle pouvait pas, imaginons que je voulais devenir médecin, elle n'avait pas la possibilité ou la connaissance pour me dire tu vas en bac S et tu fais médecine derrière pour essayer d'atteindre ces diplômes-là. Donc c'est une vraie problématique parce qu'en fait on parle d'égalité en France, en gros on a accès à l'éducation de la même manière pour toutes les personnes, mais au final les inégalités elles se creusent quand tu arrives chez toi, quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une personne qui va t'aider à faire tes devoirs par exemple, quand tu n'as pas la possibilité d'avoir ta mère qui peut te payer des cours à domicile, et ben là, à ce moment-là, c'est là où tu galères en fait. Alors que c'est là où tu vois des vraies différences entre des personnes qui ont accès à ces ressources et non. Vu que je comprenais pas l'intérêt d'aller à l'école, en fait, je travaillais pas du tout. Donc je me suis retrouvé au lycée à avoir énormément d'absences, à ne pas y aller en fait. Je voyais, encore une fois, je voyais pas l'objectif de faire ça. Donc je me suis fait virer de mon premier lycée. Donc après, c'était pas le meilleur lycée, c'était un lycée du 93 à Drancy qui s'appelle Eugène Delacroix. Et donc je me fais virer, j'ai 17 ans, il fallait que je passe le bac. Donc là, ma mère, grande panique, elle voulait absolument que j'aille à l'école. Donc elle m'inscrit dans un lycée privé, un lycée catholique même, qui s'appelle le Protectorat Saint-Joseph. Et là, sur ce lycée-là, j'ai vraiment eu un déclic énorme parce que j'arrivais dans un lycée où il y avait énormément de personnes qui étaient plus vieilles que moi. Et là, je me suis dit que c'est bravo à eux de reprendre le bac à ces âges-là. Mais moi, j'avais 18 ans, j'étais avec des personnes qui en avaient 30. Ça me faisait peur, tu vois. Je voulais pas en arriver là à cet âge-là. En plus d'arriver dans un lycée qui est nouveau, dans un lycée privé avec des règles différentes de ce que j'ai pu avoir, pour expliquer, c'est un lycée où tu n'avais pas le droit d'avoir de logo sur tes t-shirts, il y avait certaines coupes de cheveux qui étaient interdites, tu devais venir avec une tenue professionnelle, etc. C'était vraiment le lycée de la dernière chance, quoi. Fallait réussir là, ou sinon c'était avoir un job alimentaire et galérer toute sa vie. Et ça, je m'en suis rendu compte. Au final, je fuyais un peu la situation que ma mère avait pu avoir avec le fait d'être femme de ménage. Sur ce lycée, Protectorat Saint-Joseph, je rencontre un prof incroyable. C'était mon prof principal. Et il m'a expliqué, il m'a montré la voie de l'informatique.
À cette époque, j'étais un geek. J'adorais les jeux vidéo, j'adorais comprendre. Par exemple, à cette époque-là, je regardais les sites internet et je me disais, waouh, c'est dingue, comment ça fonctionne, quoi. Tu cliques sur ce bouton et il se passe des choses. Donc ça m'a vraiment passionné. Et ce prof-là, il m'a donné envie de continuer sur cette voie-là. Donc là, du coup, j'ai 18 ans. Je me rends compte de l'importance de travailler. En fait, j'ai un objectif, ça va être l'informatique. Ça veut dire que je commence à travailler à l'école, je passe mon bac, je le réussis, enfin, je cartonne mes examens et tout va bien. Jason a trouvé sa voie et il sait qu'il réussira dans celle-ci. Alors, avec son bac en poche, il part chercher une école d'informatique. Son dossier ne lui permet d'entrer que dans celles qui sont privées, et il en repère une, Epitech, une école d'informatique réputée. Seul problème, elle est payante. Jason, qui n'avait pas d'économie pour se l'offrir, part à la banque, comme de nombreux jeunes, pour contracter un crédit étudiant de 10 000 € qu'il réussit à obtenir. Je fais ma première année, ça se passe hyper bien, j'adore ce que je fais, j'ai de très bons résultats, etc. Et donc je valide cette année pour passer en deuxième. Deuxième année, je retourne à la banque pour contracter un second crédit. Et là, on me dit non, parce que j'ai pas les garants derrière pour assumer ce crédit-là. Donc ça veut dire que j'ai dû arrêter une formation que j'adorais, que je voulais continuer, parce que j'avais pas le moyen de financer ces études-là. Donc je peux te dire qu'à ce moment-là, ça a créé une frustration énorme. Je trouvais, enfin, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'est pas normal qu'un jeune de 18 ans, qui a envie de faire une formation, qui a envie de monter en compétence, puisse pas le faire parce qu'il n'a pas les moyens de financer ces études-là. Donc là, je me retrouve à 18 ans avec une formation, du coup, avec un crédit sur le dos. Ça veut dire que j'ai dû aller faire plein de tafs alimentaires hyper compliqués. J'ai tiré des transpalettes, j'ai été conseiller de vente en magasin, j'ai fait des préparateurs de commandes. Tout ça pour rembourser un crédit d'une formation que j'ai même pas pu continuer. Du coup, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de faire tous ces travaux qui étaient hyper difficiles. Et je me suis inscrit sur Parcoursup. Donc Parcoursup, je mets mes vœux. Et au final, sur les résultats, j'ai aucun vœu d'accepter. Parce que j'avais, au niveau du lycée, du collège, j'avais des très mauvais résultats, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, tu peux te dire que ça a créé une frustration. Et même aujourd'hui, je trouve que Parcoursup, il y a vraiment des choses à revoir dessus. Je suis pas le seul j'ai eu des difficultés, mais aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui galèrent avec ça. Donc, il faut peut-être repenser le truc au bout d'un moment. Je fais mes vœux sur Parcoursup, je me fais refuser tous les vœux. Donc là, j'ai 18 ans, je suis en panique, je sais pas quoi faire. Donc à ce moment-là, j'avais le permis et ma voiture. Donc ce que je faisais, c'est que j'étais à Paris et je faisais le tour des facs en essayant de trouver une formation. Je toquais à toutes les facs en leur disant que je cherchais une école, je cherchais une formation. À ce moment-là, je m'en foutais de ce que j'allais faire. Il fallait juste que j'aille à l'école parce que je voulais plus continuer à tirer des transpalettes. C'est le mois de septembre. Jason fait le tour des universités à la recherche d'une formation, mais rien ne lui est proposé, à part une licence de chinois. Jason n'a jamais voulu apprendre le chinois, mais il veut tellement étudier qu'il accepte la formation. Finalement, il n'ira pas, et se retrouve chez sa mère. C'est un NEET, une personne sans formation ni travail. Il se retrouve dans une situation qui l'impacte beaucoup. Je peux dire que c'était très très dur parce que je me retrouvais à pas savoir quoi faire. Je restais chez moi, je jouais à la console, j'étais complètement perdu, j'avais personne pour m'orienter ou me tendre une main et me dire tiens, tu peux faire ça ou va t'orienter sur ça. Et je me répétais en fait que si là ma vie elle s'arrêtait, eh ben, que ça aurait aucun impact sur la société. Et c'était très 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 dur pour moi à vivre sur cette période-là. Je suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai grandi dans le 93, j'en parlais tout à l'heure que j'ai grandi à Drancy. Et au final, il y a plein de jeunes de quartier qui se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités partout. Tu peux travailler, il y a plein de choses différentes, mais on nous l'explique pas. On n'a pas de conseiller en formation pour nous orienter. Et là, pour parler un peu de Drancy, on est sur un univers qui est très culturel. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Donc beaucoup de parents qui sont aussi issus de l'immigration, donc qui ont les mêmes problématiques que moi, des enfants qui ont eu les mêmes problématiques que moi, donc des parents qui ne pouvaient pas les orienter, les former, etc. Et du coup, tu dois te démerder en fait. Et pour moi, c'est un réel problème parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes qui ont du vrai potentiel, qui veulent s'en sortir, mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des possibilités. Quelque temps plus tard, Jason rencontre une personne qui va changer sa vie. Elle lui tend la main et lui permet d'intégrer une boîte en alternance où il se forme à la télévente. Jason parle de chance.
Le genre d'opportunité qui ne se présente pas à tous les jeunes dans sa situation. Et ça, il en est conscient. Alors il s'investit pleinement pour ne pas la laisser filer. Du coup, chez Europhone, j'ai des bons résultats et je me fais repérer du coup par une école pour travailler en tant que chargé de relations entreprise. En fait, le rôle d'un chargé de relations entreprise, c'est d'accompagner les étudiants sur leur recherche de stage et d'alternance. Donc, en arrivant sur cette activité-là, je me suis rendu compte que tu as un chargé de relations entreprises pour 200 étudiants, donc c'est très mal fait. Quand tu es étudiant et que tu cherches une alternance, tu sais, c'est ta première recherche d'emploi, tu n'as aucun code du recrutement. En gros, tu arrives dans une école, tu t'inscris, on te dit, pour accéder à la formation, la condition, c'est que tu ailles te trouver une alternance, il faut que tu ailles trouver une entreprise. Mais par contre, on ne te donne aucun outil pour pouvoir le faire. On ne t'explique pas comment, avec quels moyens. Et du coup, j'ai trouvé ça mais tellement anormal. J'ai accompagné des jeunes qui voulaient rejoindre une formation. Ils étaient hyper intéressés par ce sujet-là. Sauf que, comme je te disais tout à l'heure, ils n'avaient pas les codes du recrutement. Et au final, ils se retrouvaient à ne pas trouver d'alternance et devaient quitter une formation qu'ils voulaient faire, tout ça parce qu'ils n'avaient pas d'entreprise. Il y a un parcours qui m'a marqué, c'était un étudiant qui venait faire ses études en France, il venait du Sénégal, du coup, il voulait tellement réaliser sa formation qu'il était prêt à accepter tout et n'importe quoi. En gros, lui, il habitait dans le 77 et il avait trouvé une boîte, mais qui était à l'autre bout de Paris, qui était à Boulogne. Et le cas grave dans tout ça, c'est que la boîte à Boulogne, elle lui donnait une condition, elle lui disait de faire 2 mois de stage non rémunéré pour peut-être accéder à une alternance. Donc c'était vraiment le fait de profiter de la faiblesse d'une personne. Ça veut dire que cet étudiant-là, il se tapait 2 heures de trajet, aller-retour par jour, pour arriver sur un stage où il n'était pas rémunéré, parce il espérait avoir une alternance. Et je me dis qu'il y a tellement de boîtes aujourd'hui qui profitent de la faiblesse de ces étudiants-là qui veulent absolument aller à l'école, avoir une formation, et je trouve que c'est totalement anormal. Jason ressent une frustration qui grandit en lui. Celle de ne pas avoir de voix pour aider les jeunes qui se retrouvent dans une impasse. Celle de vouloir mettre des actions en place sans savoir lesquelles et comment faire. Alors il découvre l'entrepreneuriat. C'est l'action de monter un projet, un business, pour atteindre des objectifs ou répondre à un besoin. On est en 2019, j'ai 23 ans et je me dis que je vais lancer une boîte. On s'est sorti de nulle part, hein. On a lancé la boîte à 2 avec mon cofondateur. On avait 150 € de capital, on avait 23 ans, on avait 0 expérience sur ce sujet-là. On avait juste de la motivation et l'envie d'aider. C'était pas tout rose, ça a été assez difficile même pour être honnête avec toi. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a sorti un fichier Excel avec des numéros d'entreprise et on les a contactés une à une en leur disant qu'on accompagne plein d'étudiants qui recherchent une alternance, une entreprise, et qu'eux étaient peut-être en phase de recrutement, donc on avait la possibilité de faire des matchings, faire des rencontres. Du coup on a fait ça, on a fait ces matchings, ça a hyper bien fonctionné. En gros ça a créé de très belles histoires, que ce soit auprès de ces jeunes qui pouvaient derrière accéder à leur formation, ils n'avaient pas besoin de la payer pour la montée en compétences qu'ils ont pu avoir. Les boîtes aussi, elles étaient hyper contentes parce que ça a simplifié leur recrutement. Ils avaient des postes qui étaient vacants depuis hyper longtemps et nous, on leur permettait d'avoir des jeunes. Donc, des deux côtés, ça fonctionnait hyper bien. Jason et son cofondateur se rendent compte du potentiel de leur boîte, mais ils sont bloqués par la distance. Pour pouvoir aider des jeunes qui ne sont pas en Île-de-France, ils décident de digitaliser leur activité, de la rendre accessible sur une plateforme numérique. Et pour ça, il entre dans un des programmes d'incubation de Station F. C'est un énorme campus de start-up à Paris spécialisé dans la tech. Et je me suis demandé comment Jason a fait pour apprendre tout ça. Moi-même, j'apprends à gérer une entreprise avec Comoon. Et c'est pas facile quand on n'a pas suivi des cours sur le sujet. Pour s'en sortir, il faut savoir se former tout seul. Et c'est ce que Jason a fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à une mine d'informations, une richesse en termes d'informations. Donc ce que je fais, c'est que je suis autodidacte, je me forme sur tout. Là, ça fait 4 ans du coup que je suis chef d'entreprise. J'ai tout appris tout seul. J'ai pas fait de formation, j'ai pas eu de master entrepreneurial. Mon école, c'est YouTube. Je vais sur YouTube, je trouve des chaînes. Bien sûr, je fais attention aux sources, je fais attention à ce que ce soit de la qualité au niveau des ressources. Mais une fois que tu trouves une chaîne qui est bien, eh ben, tu as toute la possibilité de te former. Sinon en dehors des vidéos YouTube, lire. Lire, c'est la possibilité d'avoir quelqu'un qui a expérimenté, qui a fait des erreurs, par exemple, pendant 20 ans, qui te met tout dans un bouquin
et qui te le donne. Et toi, tu as la possibilité de pallier à 20 ans, enfin de passer sur 20 ans d'expérience, du coup 20 ans d'erreurs et ne pas commettre les mêmes. À côté de YouTube et des livres, Jason a tenté d'apprendre de ce qui l'entoure. Dans la vie, on s'inspire des personnes qui nous ressemblent, parce qu'on peut s'identifier à elles et un jour espérer emprunter la même voie. C'est l'importance des rôles modèles. Sauf que dans les personnalités influentes et surtout dans le monde du business, il n'y avait pas beaucoup de personnes auxquelles Jason pouvait s'identifier. En étant plus jeune, en fait, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir des rôles modèles. Quand tu regardes la télé en étant jeune et que tu vois personne qui te ressemble sur des personnages publics, des personnalités publiques qui ont réussi, que ce soit des entrepreneurs, des politiciens, des médecins, des acteurs, quand tu vois personne qui te ressemble, eh ben, inconsciemment, tu vas avoir l'impression que ça t'est pas accessible. Et donc, si aujourd'hui j'essaie de redonner un maximum, c'est aussi pour, si je travaille autant, c'est pour essayer de devenir un rôle modèle, qui est plein de jeunes qui peuvent me ressembler, qui se disent que oui, c'est accessible, oui, je peux le faire. Et du coup, je travaillerai un maximum pour pouvoir permettre à toutes ces personnes-là d'avoir une vision que moi, j'ai pas pu avoir en étant plus jeune. Jason avance droit vers ses objectifs en se créant son propre exemple. Mais le monde de l'entrepreneuriat est dur. Il demande un grand dévouement et parfois des sacrifices. Être entouré, c'est la base pour une grande majorité d'entrepreneurs. Mais pour Jason, ça n'a pas été facile dès le début d'avoir le soutien de sa mère. En lançant la boîte, ma mère, elle comprenait pas ce parcours. Quand tu arrives d'un pays étranger, que tu arrives en France, tu cherches un semblant de sécurité. Et quand je lui ai dit que je voulais lancer une entreprise, elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Elle pensait que c'était une erreur. En gros, le seul trajet qu'elle voyait, enfin la seule voie, c'était aller à l'école, avoir son diplôme, travailler, avoir son CDI, femme, enfant et continuer là-dessus. Donc au début, elle n'était pas du tout d'accord avec le fait de lancer l'entreprise. Maintenant, ça fait 4 ans que ça existe. Elle a pu voir les étapes, les évolutions. Il y a eu des succès, il y a eu des grosses difficultés. Mais ce qui m'a vraiment rendu heureux, c'est la première fois qu'on a levé des fonds, du coup. Eh ben, ça a été l'une des premières à investir dans l'entreprise, à mettre un ticket, alors qu'à la base, elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc, comme quoi, il ne faut pas abandonner. Il y a plein de gens de l'entourage qui comprendront pas et qui diront que c'est une mauvaise idée. Mais en fait, ils se basent sur leurs propres limites. Donc on a chacun des limites individuelles et c'est pas parce que c'est pas parce que quelqu'un a ses limites que c'est les mêmes limites que moi je vais avoir. Ma mère, elle est arrivée de l'île Maurice et du coup elle arrive en France, donc pas beaucoup de ressources. Ça veut dire que aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai été une fois quand j'étais très jeune et j'ai même pas la possibilité, enfin j'ai pas eu la possibilité jusque-là de retourner dans mon pays d'origine et c'est un vrai problème. Je pense que je suis pas le seul. Qu'il y a plein de gens aujourd'hui ils retournent au bled. Sauf que moi, j'ai pas eu la possibilité. Et je trouve ça dommage, du coup, de pas avoir eu la chance de le faire jusque-là, quoi. J'ai un peu renié mes origines quand j'étais plus jeune parce que, justement, à cause de tous ces faits de discrimination. Et aujourd'hui, en étant adulte, eh ben, je suis hyper fier de véhiculer ma différence, de montrer que je viens d'ailleurs, que j'ai des origines qui viennent d'ailleurs, une histoire, une culture. Et je suis content de pouvoir la véhiculer à plein de gens dans mon entourage, en France, et à toutes les personnes que ça peut intéresser. J'espère qu'en ayant assez de succès sur la boîte en France, de pouvoir justement apporter ces compétences et valeurs à l'île Maurice, aller dans mon pays d'origine et leur permettre aussi de générer de la richesse, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et si je peux aider à le faire, je le ferai avec grand plaisir. Jason s'est émancipé. Il quitte le foyer familial après son BTS et avant de créer Bloom, son entreprise. Il quitte donc le 93 pour s'installer à Issy-les-Moulineaux. À la fin du BTS, je déménage. Du coup, je prends mon premier appartement et je le prends à Issy-les-Moulineaux. Et quelque chose de drôle, c'est que je m'étais jamais rendu compte avant d'arriver à Issy-les-Moulineaux que j'étais une minorité en France. En fait, à Drancy, il y a toutes les origines, c'est multiculturel, il y a vraiment tout type de personnes. Et pour moi, c'était ça la France. C'était la normalité d'avoir autant de gens qui étaient différents. Et là, j'arrive à Issy-les-Moulineaux, et je comprends le terme minorité. Et c'est un terme que j'aime pas forcément. Et ça me dérange aujourd'hui d'être une minorité. J'espère que ça tend à évoluer. Enfin, il y a de l'immigration en France, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc tant mieux. Et au final, j'espère que dans 20 ans, on arrêtera d'utiliser ce terme de minorité parce qu'on n'est pas des minorités, quoi.
Jason parle des discriminations qu'il a subies, du fait de ses origines et de sa classe sociale. Ces discriminations, elles le suivent, quand il cherche un emploi, et encore aujourd'hui lorsqu'elles impactent les jeunes qui l'accompagnent. Quand j'ai terminé mon BTS, enfin avant, j'ai parlé du fait d'avoir lancé l'entreprise, mais j'ai quand même fait une recherche de travail. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas valorisé pour mes compétences. En fait, mon cofondateur, il s'appelle Olivier, et il est de type caucasien. Et on avait les mêmes diplômes, on a le même niveau de compétences, et au final, quand on allait chercher du travail, sur le même entretien, la même boîte, eh ben, on n'était pas valorisé de la même manière. Et du coup, ça m'a vraiment dérangé. Un peu plus tard, quand on a lancé Bloom, en fait, on travaillait avec des boîtes. Nous, on était là pour les aider sur leur recrutement. Et on nous demandait des choses qui étaient totalement anormales. Du style, j'ai besoin d'un Français français. Donc, t'imagines pour moi, qui suis né en France, qui suis de nationalité française, d'entendre ça au téléphone, que j'ai besoin d'un vrai Français ou d'un Français français, moi, c'était hyper dur à entendre. En fait, je me suis demandé, mais si je suis pas français, qu'est-ce que je suis? Donc sur ces entreprises, quand on nous demandait ça à l'époque, eh ben, je l'acceptais. Je l'acceptais parce qu'on était une petite boîte et qu'on avait vraiment le besoin de dégager du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, en vieillissant, je me rends compte que on a des valeurs qui nous représentent et qu'il faut respecter ces valeurs. Même quand tu lances une entreprise, tu peux pas te permettre d'accepter tout et n'importe quoi parce que tu vas aller à l'encontre de ce que toi tu penses, tu vas mal faire ton travail et tu vas perdre la raison première pour laquelle tu as lancé ton entreprise. Si les discriminations sont tenaces, l'étiquette que certains milieux collent à Jason lui pèse tout autant. J'ai participé à un événement récemment, c'était un événement privé d'une banque d'affaires. Il y avait une cinquantaine de personnes et sur ces 50 personnes, il n'y avait que le même type de gens. C'était que des hommes, caucasiens, trentaine d'années, école de commerce. Et ça m'a énormément dérangé parce que par rapport à mon parcours et par rapport à ce qu'ils essaient de véhiculer sur moi, c'est que je viens du 93, j'ai réussi à lancer une boîte qui fonctionne aujourd'hui et donc je justifie leur système qui pour moi n'est pas du tout fonctionnel. On est dans une société où il y a 30% de personnes issues de l'immigration. Comment je peux me retrouver dans une salle où il y a 50 personnes et d'être la seule personne de couleur? Maintenant, je trouve ça très frustrant qu'il y ait des gens qui m'utilisent comme modèle pour dire que le système fonctionne. Le système, il fonctionne pas. Si j'en suis là, c'est juste que j'ai travaillé 4 fois plus dur que certaines personnes pour y arriver. Et ça, c'est anormal. J'ai choisi cette voie-là, mais c'est pas pour autant que je justifie ce système. J'ai juste choisi une voie qui me plaisait et que j'avais envie de faire. Et cet entre-soi difficilement pénétrable se retrouve dans un secteur essentiel pour le développement des entreprises, les fonds d'investissement. Jason et tout son bagage se retrouvent donc confrontés à un système qui reproduit les privilèges. Tout ce que j'ai dit sur les difficultés d'accès, etc., à la formation, ça crée un problème qui est encore plus gros que ça. C'est qu'au final, ces personnes qui sont issues de minorités, elles n'ont pas accès à de la formation. Et du coup, vu qu'elles n'ont pas accès à de la formation, elles n'ont pas accès à des postes à responsabilité. Et ça veut dire qu'il y a toujours le même type de personne, encore une fois, qui a accès à ces postes-là. Et ça crée des grosses problématiques. On s'en rend bien compte aujourd'hui dans notre société. Il y a des problèmes, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la parité entre les hommes et les femmes. Il y a des vraies difficultés. Et je pense que c'est parce qu'on n'accepte pas assez de diversité dans les postes haut placés. Je vais parler du gouvernement. Sur les élections présidentielles, je peux te dire que quand je vois le trombinoscope, ça me fait chier, hein. Ça me dérange d'avoir 30% d'immigration en France et qu'il n'y ait personne qui me ressemble. C'est pas normal, tu vois. J'ai essayé de lever des fonds, j'ai contacté des fonds d'investissement. En fait, c'est des entreprises qui possèdent énormément de richesses et qui investissent dans des entreprises pour essayer de faire une plus-value. Et sur ces fonds d'investissement, quand tu vois aussi les trombinoscopes, c'est que le même type de personnes. Ça veut dire que c'est des gens qui investissent dans des entreprises qui sont gérées par des personnes qui leur ressemblent aussi. C'est humain, c'est rassurant d'aller vers... Tu te dis, moi je suis une personne qui a réussi, donc je vais aller vers... Enfin, j'ai fait une école de commerce, etc. Tu vois ton parcours, et en gros, tu vas aller chercher des gens qui ont exactement le même parcours que toi. Sauf que les personnes qui sont nées, je vais parler du 93, mais ça peut toucher plein de banlieues, ces personnes-là, ils correspondent pas à ces parcours. Ça veut dire que, par exemple, quand j'ai voulu le faire, quand j'ai voulu aller chercher des fonds sur ces fonds d'investissement, ça n'a pas fonctionné parce que je leur ressemble pas. Et ça veut dire que tu donnes même pas la possibilité à un jeune qui veut lancer une boîte à impact, du coup, qui veut aider d'autres personnes à essayer de développer son entreprise, tout simplement parce que cette personne-là ne te ressemble pas, quoi. Emmanuel Macron, il a parlé à Vivatech et il a parlé du fait qu'il lançait une aide pour les startups. En gros, c'est un financement de 7 milliards.
Sauf que ce financement de 7 milliards, en fait, il va le distribuer à 40 fonds d'investissement et c'est eux qui vont pouvoir redistribuer cet argent. Sauf que tant que les fonds d'investissement ne mettront pas en place de la diversité dans leurs investissements, qui ne donnent pas de l'argent à des gens qui ne leur ressemblent pas, et ben, au final, tu prends toute la richesse, tu la donnes aux mêmes gens et tu rentres dans un cercle vicieux où c'est toujours les mêmes personnes qui ont le pouvoir, du coup, qui prennent les mêmes décisions, qui font les mêmes erreurs et on n'évolue pas du tout sur notre société. Il y a de l'évolution quand même sur le marché. On se rend compte au niveau du recrutement qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent sur la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Et du coup, ces gens-là, ils font en sorte d'avoir plus de diversité dans leur recrutement, être plus inclusif aussi. En gros, quand je dis inclusif, c'est la possibilité d'arriver et d'être toi-même dans une entreprise. Donc de pas devoir te changer ou te mouler. Donc il y a beaucoup de boîtes qui commencent à prendre ça en compte et je trouve que c'est hyper positif. Ils le font aussi parce qu'il y a une nouvelle génération. La génération, ça s'appelle la génération Z. C'est des personnes qui sont nées entre 1997 et 2010. Et ces personnes-là, elles sont nées avec l'ère de la communication directe, les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, on a plein d'informations de partout. Ça veut dire qu'on ne peut plus fermer les yeux sur des problématiques de société. Et donc, ça incite des jeunes à aller vers des boîtes qui ont des missions qui sont fortes, avec de vraies valeurs. Aujourd'hui, à l'époque, on travaillait, t'arrivais dans une entreprise, t'y allais pour le salaire, tu vois, pour la sécurité. Sauf que là, ces jeunes-là, ils vont vers des missions, vers des valeurs, ils veulent avoir du sens dans leur vie. Donc, je vais te donner une étude qui a été faite par l'Ipsos. 63% des jeunes qui ont été interrogés, ils sont prêts à avoir un salaire plus précaire, mais pour aller vers une mission, vers une entreprise où il y a du sens, et du coup qui apporte du sens aussi dans leurs actions. Vous vous demandez peut-être concrètement quelles sont les activités de Bloom Alternance. Alors j'ai demandé à Jason qu'il fasse son pitch à impact. C'est pas celui pour démontrer la technicité d'un projet, mais c'est celui qui permet de comprendre le sens, celui qui donne envie de s'engager à ses côtés. Vous vous demandez peut-être concrètement, mais quelles sont les activités de Bloom Alternance, l'entreprise que Jason a créée. Alors je lui ai demandé qu'il fasse son pitch à impact. C'est pas celui qui sert à démontrer la technicité d'un projet, mais c'est celui qui permet de comprendre le sens, celui qui donne envie de s'engager à ses côtés. Le taux de chômage chez les jeunes, il est 3 fois plus important que chez les adultes. Donc en se rendant compte de ce constat-là, on travaille justement aujourd'hui à faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes et on met un gros accent sur la diversité et l'inclusion sur les recrutements. Ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre à des entreprises justement d'aller toucher les bonnes personnes. Par exemple, nous, on a des partenariats avec des missions locales dans le 93, etc. Et du coup, ça permet à ces boîtes-là d'aller recruter des jeunes qui sont différents parce que tout le monde commence à se rendre compte que la diversité, ça crée de la richesse. Ça permet d'avoir des idées qui sont nouvelles, d'avoir des angles de vue qui sont différents. Et c'est en faisant ça qu'on fait évoluer les boîtes. Je pense que pour les entreprises qui ne prendront pas ce pli de la RSE, de la diversité dans leur recrutement, c'est des boîtes qui vont être en déclin au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on facilite l'accès à l'emploi pour les jeunes. On utilise plusieurs méthodes pour pouvoir le faire. Ça veut dire qu'on aide sur les recherches de stages, d'alternance, mais aussi du premier emploi et du job étudiant. Donc on est sur ces quatre piliers-là. Tous les étudiants à travers la France qui ont besoin d'aide pour trouver leur entreprise, nous on peut le faire, on a l'habitude. On a un gros réseau d'entreprises, un gros réseau d'écoles. Et donc ce qu'on va leur permettre d'avoir, c'est un accès plus simple à ce réseau-là. Alors, c'est dans un message d'espoir que Jason finit de raconter son histoire. Il est maintenant le rôle modèle de nombreux jeunes, et notamment de ceux qu'il voit passer à Bloom Alternance. Je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être en France, de vivre en France et d'avoir cette vie. Et en vieillissant, en grandissant, j'ai énormément de gratitude. Au final, on est dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Il faut savoir les saisir, c'est sûr, elles ne sont pas offertes à tout le monde. Mais quand on cherche, on peut y arriver. Et c'est surtout qu'il faut des personnes qui véhiculent ces opportunités. Donc ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est d'apporter mon aide, de pouvoir permettre à plein de gens d'accéder à des choses que moi-même j'ai pas pu avoir. Je vais donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, je partais pas beaucoup en vacances. Et je me rendais même pas compte que c'était pas normal et que tout le monde allait en vacances tous les étés. Aujourd'hui, avec la vision que j'ai, j'aimerais bien pouvoir aider tous ces jeunes à voyager, à découvrir du pays. C'est aussi pour ça que j'ai lancé une entreprise,
Aujourd'hui, on est dans une société capitaliste, l'argent c'est important. Donc ce que j'essaie de faire, ça va être, mon objectif en travaillant autant et en lançant une entreprise, c'est de pouvoir amasser des ressources et redistribuer ces ressources-là. Si j'arrive un jour à remplir un car avec des enfants du 93 pour qu'ils puissent, aller à la plage, ça serait une réussite énorme pour moi. Donc ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter ce que moi j'ai pas eu. Donc ça va être de donner des conseils. Si je peux prendre des personnes qui sont en stage, qui sont pas l'image qu'on a aujourd'hui des bons profils, je le fais. Ils arrivent à Station F et je leur explique qu'il y a plein de choses à faire, qu'ils peuvent parler à plein de gens individuellement. Donc après 2 mois chez Bloom, ils se rendent compte de tout ce qui existe et ils partent en étant justement, plus que d'avoir une montée en compétences, il y a une ouverture d'esprit qui se fait et ça leur permet justement d'arriver à plein d'opportunités, trouver plein de types de postes différents. Donc ouais, de redonner, c'est important. Je pense qu'on devrait tous le faire. On a chacun eu des chances différentes, mais à notre stade, à notre âge, je pense que maintenant, il y a plein de jeunes qu'on peut aider. Il faut prendre le temps d'écouter aussi les échanges, les discours que les gens peuvent porter. On a tous des histoires qui sont différentes et c'est en écoutant ces histoires-là que ça nous sensibilise nous-mêmes à aider des jeunes qui sont plus démunis. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison de podcast. On espère qu'il vous a plu. Pour suivre l'activité de Jason, rendez-vous en description. Si vous voulez entendre d'autres histoires d'exil, rendez-vous mardi prochain et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @commune.media. À très bientôt.